Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autour de la langue. Et aujourd'hui, nous allons nous poser une question que se posent aussi bien les francophones que ceux qui apprennent notre langue. Comment se fait-il que le mot « œil » a pour pluriel « yeux » ? De pluriel irrégulier, on en a pas mal en français. Mais là, quand on regarde les deux mots, il n'y a qu'une seule lettre qui correspond. Et encore, si on considère le dans l'eau comme une lettre à part entière, il n'y en a plus une seule. Alors, comment expliquer cela ? Le singulier et le pluriel viennent-ils bien du même mot ? Et si oui, pourquoi le pluriel a-t-il subi ce traitement ? Pour répondre à cette question, il faut tourner nos regards vers l'Antiquité, à l'époque où nous parlions latin. En latin, le mot « œil » se disait « oculus » au nominatif, c'est-à-dire quand il occupait la fonction de sujet du verbe. Mais dans l'épisode précédent, nous avons vu que les mots français venaient de la forme qu'avait le mot quand il était au complément d'objet direct, ce qu'en latin on appelle l'accusatif. Pour oculus, son accusatif s'écrivait au singulier oculum et au pluriel oculos. Je dis s'écrivait et non se prononçait car, comme dans toutes les langues, on n'écrivait pas comme on parle, et en latin, alors que l'orthographe va rester fixée et va peu évoluer, la langue parlée, elle, va subir de nombreux changements et s'éloigner de plus en plus de la langue écrite. Quand on parle, on a tendance à vouloir aller le plus rapidement possible, et très souvent, ce qui va expliquer l'évolution de la prononciation d'un mot au fil du temps, c'est cette volonté de parler le plus vite, en faisant le moins d'efforts possible. Ainsi, très vite, le M à la fin des accusatifs a fini par ne plus être prononcé, et ce, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, donc à l'époque d'auteurs connus tels que Cicéron ou César, que l'on fait étudier et traduire en classe. Dans leurs textes, quand ils voulaient parler d'un œil, ils l'orthographiaient oculum, mais dans la vie de tous les jours, quand ils parlaient, ils prononçaient le mot oculou. Cette disparition d'une lettre, on appelle ça un amuissement, et généralement, c'est la première étape dans l'évolution d'un mot. Le mot était accentué sur le O, sa première syllabe, si bien que dans la syllabe suivante, la voyelle OU a fini par devenir atone et elle aussi ne plus être prononcée. Ainsi, au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, le mot a fini par se prononcer oclou au singulier et oklos au pluriel. Et comment on peut savoir comment il est prononcé ? À l'époque, il n'y avait pas d'enregistrement et ils étaient censés l'orthographier correctement. Eh bien, un grammairien a fait la liste d'un certain nombre de mots qui étaient mal prononcés, en précisant à côté comment ils auraient dû l'être. Ainsi, pour œil, on trouve oculus non oclus, ce qui nous renseigne sur la manière dont le mot était prononcé, prononciation certes vue comme fautive à l'époque, mais qui au fil du temps va être de plus en plus répandue, au point de devenir la norme. C'est d'ailleurs oclou qui a donné l'italien occhio, langue qui a beaucoup moins évolué que les autres, c'est un petit peu le côté vintage des Italiens, alors qu'ailleurs, la mode est au changement. C'est que, lors des 3e et 4e siècles après Jésus-Christ, la mode est au changement dans l'Empire. Après quasiment un siècle de guerre interne, on change de capitale, Rome laissant la place à Constantinople, la religion elle aussi change, le paganisme est de moins en moins pratiqué pour laisser une place plus grande au christianisme, et la prononciation elle aussi évolue. Ainsi, devant un L, le C va finir par se palataliser, de sorte que dans l'ouest de l'Empire, Oclou va de plus en plus se prononcer Oliu, c'est d'ailleurs de là que vient le portugais olio et l'espagnol ojo. Et dans la 2e moitié de ce 4e siècle, la mode sera à la diphtongue. Qu'est-ce que c'est qu'une diphtongue ? Eh bien, regardons de plus près notre mot, et en particulier sa première lettre. Il s'agit d'une voyelle qui est longue et accentuée. Et au 4e siècle, la hype, quand on a une voyelle longue et accentuée, c'est de la prononcer en la comptant comme si elle comptait pour 2 lettres, en modifiant un peu l'une des deux. Le O du début va être modifié comme un OU. Ainsi, Oliu va devenir Woliu, et c'est cette double voyelle qu'on va appeler une diphtongue. C'est un procédé qu'on retrouve en italien, par exemple bonus a donné buono, et si c'est italien, c'est forcément classe, et c'est donc une prononciation qui va être adoptée dans l'Empire au 4e siècle. Et nous voilà maintenant au début du Moyen-Âge. Les peuples germaniques débarquent dans ce qui était l'Empire romain, s'y installent et se mêlent aux populations locales, ce qui va favoriser l'évolution de la prononciation des mots. Et les voyelles à la fin des mots, en particulier masculins, c'est pas trop de leur goût. La sobriété toute germanique fait que les populations qui se trouvent dans les territoires contrôlés par les Francs, c'est-à-dire donc vers le nord de la France, vont faire disparaître le OU final, qui avait d'ailleurs évolué en O. Ainsi, vers le 7e siècle, quand Dagobert fait la cour à Gaumatrude ou Vulféconde, il leur dit qu'elle a un bel world ou de beaux worlds. Mais le L derrière un S, c'est un peu comme les chaussettes dans les sandales. Si t'es allemand, ça passe,
Sinon, il vaut mieux éviter. Si bien qu'entre le 7e et le 11e siècle, tandis que le pays sera de moins en moins un royaume germanique pour devenir de plus en plus ce qui sera la France, le L va finir par se vocaliser. Et la vocalisation, c'est très simple, c'était le sujet de l'épisode précédent que je vous invite à regarder. Ainsi, le mot va au pluriel évoluer en wout. Mais en ce même 11e siècle, la diphtongue wo se démode et laisse place à une diphtongue en we. C'est ce qu'on retrouve par exemple en espagnol dans des mots tels que bueno ou muerte. Ainsi, le mot œil va évoluer en woil au singulier et weut au pluriel. Mais assez rapidement, cette prononciation devient old et elle va évoluer vers une prononciation ue. Ainsi, on aura ueil au singulier et ueut au pluriel. Au XIIe et XIIIe siècle, le temps est à la sobriété dans les mots. Le singulier se simplifie, d'abord en veuil, mais très rapidement cette semi-consonne est vue comme peu saillante et difficile à prononcer, elle va donc s'amuir pour donner le mot œil. Pour le pluriel, on choisit un autre look. Quand un mot a un peu plus de consonnes, la tendance est à la transformation du U initial en I pour donner le mot yeut. Mais ce mot va lui-même se fermer tandis que le OU final va disparaître, ce qui donnera yeut. Enfin, au XIIIe siècle, prononcer les S à la fin des mots, c'est so 1300. Alors le tse, qui s'était déjà simplifié en S, a fini par ne plus être prononcé pour donner les magnifiques yeux que nous connaissons aujourd'hui. Pour le singulier, l'évolution a été un petit peu plus lente. D'abord, E s'est ouvert en E, si bien que du temps d'Henri IV ou Louis XIII, on s'amusait à crever un œil. Puis, au siècle suivant, pour représenter l'être suprême, les révolutionnaires ont dessiné un œil qu'ils prononçaient de la même manière qu'aujourd'hui. Voilà, cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le signaler dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur la page Facebook ou sur le compte Twitter de l'émission. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!